Donc, Sophie, Elisabeth, merci d'être là. Sophie, donc tu es designer, tu es enseignante aussi, enfin tu es doctorante, autre au Design Lab à l'ENSAD à Paris. Tu es enseignante là-bas aussi. Tu travailles pour l'édition de temps en temps avec Roche-Beaubois aussi. Elisabeth, bonjour, on se connaît un peu moins, mais tu es membre d'une association qui s'appelle l'Arrête à Besançon. Et voilà, et vous travaillez notamment, vous avez un bureau de design intégré, si je ne me trompe pas. Vous travaillez notamment sur le lien social dans le centre-ville. Voilà, dans le cadre de cette table ronde, on va plutôt parler de l'humain maintenant, du rapport à l'autre, du rapport à la formation, enfin à la formation et aux soins, prendre soin des autres. Sophie, je te laisse donc du coup prendre la parole. Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Réconfort, qui est un projet qui aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une recherche, mais au départ a démarré hors une recherche doctorale. Et j'ai été sollicitée par les hôpitaux psychiatriques sur la question de l'apaisement dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, comme vous devez le savoir, parce que c'est quand même très relayé par les médias, les hôpitaux psychiatriques sont très en souffrance, dû notamment au fait qu'il y a de moins en moins d'effectifs, les soignants s'en vont de plus en plus des hôpitaux. Et donc, en fait, c'est vrai que ces conditions font qu'on a quand même beaucoup recours à l'isolement. Je pense qu'en Europe, on est les plus mauvais élèves sur ce sujet. Donc la Haute Autorité de Santé a déposé plusieurs décrets pour inciter les soignants à réfléchir autrement. Évidemment, compte tenu des conditions dans lesquelles ils vivent, c'est très très compliqué de repenser leur manière de travailler parce qu'ils n'en ont même pas le temps. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer un studio de design qui s'appelle le LABA, qui est le laboratoire de l'hospitalité, qui est un laboratoire intégré à l'hôpital Sainte-Anne, qui sont un peu les premiers à avoir initié ce travail et qui m'ont proposé d'aller travailler ailleurs qu'à Paris, puisque eux, ils ne possédaient pas leur secteur. J'ai rencontré à cette occasion le docteur Lucille Carlier. Donc, je vais vous parler d'une expérience, parce qu'en fait, j'en ai fait plusieurs. Donc, celle que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai faite à l'EPS d'Aubervilliers. Donc, c'est un contexte particulier, c'est la banlieue parisienne, 93, c'est quand même une banlieue assez issue avec beaucoup de gens de l'immigration, des populations assez fragilisées. Mais je suis intervenue aussi également dans un UHSA, qui est une unité de détenus à Villejuif. Donc pareil, c'est un contexte très particulier, parce que là, vous en avez très peu des unités comme celle-ci. Elles ont été créées en 2012, en se disant qu'on ne pouvait pas traiter des prisonniers qui avaient des troubles psychiatriques de la même façon qu'un prisonnier. Et puis, évidemment, avec le GHU Paris, et notamment là-bas, j'ai fait beaucoup d'interventions aussi. Donc, il y a à peu près 30 interventions participatives avec des soignants et des patients. Dans certains cas, c'est que des soignants, parce que dans certains cas, on va dire que les directions sont assez frileuses. Et puis dans d'autres, celle que je vais vous montrer, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, là, pour le coup, on a vraiment réussi à faire les interventions, enfin les ateliers avec les soignants et les patients, et à les mettre tous ensemble autour d'expériences. Donc on va faire passer les images. Donc là, je vous ai mis une frise temporelle, c'était pour un peu expliquer le temps de l'hôpital, qui est vraiment un temps très particulier. Donc je fais cette rencontre avec Lucille Carlier à peu près en avril 2021. Elle m'expose son souhait, elle me dit, voilà, elle aime le design, elle est convaincue que le design est vraiment un levier de transformation. Et ce qui est intéressant avec Lucille, c'est qu'on s'est rendu compte que psychiatrie et design avaient beaucoup de choses en commun, puisque c'est vraiment des disciplines de la transformation, et qu'en fait, je pense que chacune, on pourrait aller chercher des outils chez l'une et l'autre pour repenser nos manières de vivre. Donc elle définit la maladie psychiatrique en disant qu'un patient qui va se retrouver à l'hôpital psychiatrique, c'est un patient qui a des problèmes de lien à lui-même, aux autres et à son environnement. Et donc son travail à elle, c'est d'essayer de reconstruire ces liens. Et à partir des objets, et ça c'était super parce que Lucille, moi j'en suis convaincue, mais Lucille également, qu'on pouvait aider à reconstruire ces liens. Donc on a commencé avec 4 ateliers participatifs qui étaient un peu de l'ordre d'un bricolage, parce qu'on avait très peu de budget, mais une envie commune d'aller se confronter au sujet et d'aller voir ce qu'on pouvait faire, en se disant que forcément il allait se passer quelque chose. Donc la prochaine image que je vais vous montrer, alors bon, ça va être dur à voir, mais si vous avez envie de plus d'infos, il y a une petite publication, vous avez plus de choses. Du coup, là, c'est un résumé de ces 4 ateliers. On venait 2 heures par semaine, donc ça s'est déroulé sur un mois. Et patients et soignants étaient invités.
et pouvaient passer 5 minutes, une demi-heure avec nous. Et donc, ces 4 ateliers, ça a questionné l'apaisement autour d'échelles, c'est-à-dire on a commencé à partir de l'apaisement au niveau de la main pour aller vers le corps et ensuite questionner l'espace. On est tombé à un moment quand même où c'est devenu un sujet de plus en plus sensible et entre-temps, il y a eu, alors c'est pas tout à fait à ce moment-là, mais il y a eu déjà l'hôpital qui a commencé à dire on va vous mettre un espace en disposition et vous allez pouvoir créer un salon d'expérience sur l'apaisement. Et puis entre-temps, aujourd'hui, il y a eu un décret, donc tous les hôpitaux doivent mettre en place ces salons d'apaisement. La Haute Autorité de Santé, elle a quand même compris que en fait, ces salons ne pouvaient pas être des choses parachutées comme ça, ou des choses complètement normées qui venaient dans l'hôpital. Que l'hôpital psychiatrique, et chaque unité est très très spécifique, et donc déjà elle a fait un cahier sur le salon d'apaisement où elle incite réellement les soignants à réfléchir en co-construction. Elle ne met pas le mot design, parce que je pense qu'ils ne connaissent pas le design, donc ça parle un peu de déco. Mais il y a quand même cette idée que c'est quelque chose qui doit être participatif. On doit prendre le temps et on doit aller vraiment questionner les compétences de chacun. Du coup, à partir de là, on passe ensuite à une autre étape qu'on va voir. Donc là, c'est l'espace qu'on nous a mis à disposition. C'est une chambre sécurisée, donc ça veut dire que c'est un petit peu plus sécurisé qu'une chambre normale, mais ce n'est pas encore la chambre d'isolement. Et puis on nous a dit oh là là, on vous la prête, mais on n'est pas sûr qu'on vous la laisse. Et c'était la question qui était assez complexe, c'est la question des budgets. C'est-à-dire que l'hôpital avait très envie. Moi au début, je leur ai dit ça m'intéresse, donc je vous aide, donc j'ai pas demandé de financement sur le débarrage. Donc évidemment, ils étaient très contents. Mais après, je leur ai dit, je ne peux pas faire que ça. En fait, il y a un moment donné où le designer, il doit quand même vivre. Il ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Du coup, on est allé chercher des financements. Et notamment, ça, on a de la chance quand même, parce qu'on a des fondations qui peuvent nous aider. Donc là, c'est la Fondation de France qui a une enveloppe sur l'humanisation des soins. Donc on a déposé un dossier. La Fondation de France nous a soutenus. Et ça, c'était super, parce qu'en fait, tout d'un coup, l'hôpital s'est dit « Ah, alors, on y va, quoi ». Donc, pour vous donner un peu l'idée des budgets, c'est intéressant de connaître aussi les économies des projets. La Fondation de France, elle a donné 10 000 € qui concernent spécifiquement tout ce qui est mise en place des ateliers participatifs qui vont avoir lieu dans la deuxième phase, de la fabrication de petits objets, etc. Et l'hôpital a mis exactement le même budget, et donc c'est le budget peinture, le sol, l'achat du mobilier. Donc le mobilier, c'est réfléchi vraiment avec Lucille, avec beaucoup de discussions. On était venu à une idée que c'était important que les choses soient modulables. Moi, j'avais fait déjà une première petite expérience à Étampes, et j'avais eu l'intuition que ce serait intéressant de mettre du motif à l'hôpital, parce que c'est des lieux extrêmement blancs, extrêmement neutres, et que, en plus, comme c'est des populations, comme je vous disais, qui viennent beaucoup d'immigration, elles ont quand même un peu le mal du pays. Et quand elles arrivent et qu'elles voient un coussin qui peut leur rappeler quelque chose d'intime et qui va réveiller finalement leur imaginaire, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'un patient un patient qui est malade, c'est un patient qui n'est plus capable de se projeter. Donc son imaginaire est bloqué, et donc en fait on a tout intérêt à essayer de réouvrir cet imaginaire, de lui redonner une confiance. Donc ça passe par ces petits détails qui s'avéraient être assez intéressants et plutôt pertinents. Ensuite, je vais vous faire quelques slides, mais je vais passer assez vite parce que je pense que sinon ça va passer vite. Donc ça, c'est tout un ensemble d'ateliers, chaque fois avec des thématiques différentes. J'invite aussi des experts. Donc moi, déjà dans ma pratique, j'ai déjà travaillé avec des danseurs à plusieurs reprises. Et donc le premier atelier notamment, j'ai fait venir Paola, qui est danseuse. Alors ça, j'avais envie de vous raconter parce que c'est intéressant, cet espace qu'on nous a mis à disposition. Il est chargé pour le coup d'un imaginaire qui est celui d'une chambre sécurisée. Donc tous les soignants sont allés dans cette chambre pour y faire des traitements, et donc à un moment un peu particulier. Et tout d'un coup, retransformer ce lieu, même si on y a changé la couleur, etc., pour eux, c'est quand même chargé d'une histoire. Et en fait, en faisant venir Paola, qui a fait je lui donne une petite carte blanche, quoi. Donc elle est venue avec des plumes et des pailles pour leur demander de se déplacer dans l'espace. Et alors la plume, c'était je dessine les lieux que j'aime dans cette salle, et la paille, c'était je souffle et j'efface les endroits que j'aime pas dans l'espace. Et ça paraît très simple, mais ça a été extrêmement puissant,
Et ça a beaucoup porté les soignants qui, en fait, après, avaient très envie de... Enfin, en gros, ça a transformé leur regard sur le lieu parce qu'effectivement, ce lieu, même si Lucile, qui est très appréciée des équipes, ça c'était une chance pour nous, tout le monde n'est pas convaincu en fait de ce salon, et donc il a fallu petit à petit les amener. Donc là, quand vous voyez, il y a tout un travail où en fait moi j'enregistre les séances. Donc après, je vais noter tout ce qui s'est dit, donc je vais récolter toutes les paroles, et après je vais analyser toutes ces paroles et tout ce qui s'est passé. Parce que en fait, en tant que designer, quand je suis dans un atelier, je suis beaucoup stressée par ce qui ne va pas marcher. Donc mon attention, elle va beaucoup se focuser finalement sur des trucs assez négatifs, en me disant il faut que j'anticipe si ça part en vrille, comment je fais que ça revient bien. Du coup, je passe souvent à côté de très beaux moments et de très belles paroles. Et en fait, en mettant ça en place, je me suis aperçue que c'était un outil hyper intéressant pour les designers. Alors ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut après reprendre ses écoutes, les écouter, les reprendre. Mais du coup, ça m'oblige à me dire, je ne suis pas dans l'a priori, parce qu'on est toujours dans l'a priori. Là, j'essaye de ne plus être dans l'a priori, et je réécoute ce qui s'est passé d'une manière neutre, et je ne suis plus le designer qui est en train de tenir l'atelier, mais je suis dans un autre moment. Et pour moi, je pense que ça m'a donné beaucoup d'idées pour après produire des nouveaux objets. Parce que l'idée, c'était pas de leur imposer des objets auxquels je pensais qu'ils étaient justes, mais vraiment de comprendre, eux, leurs attentes, et de comprendre que finalement, il pouvait se passer des choses totalement inattendues, et ça, je trouve ça très drôle. Alors cette image, peut-être je peux l'expliquer, j'aime bien le décalage, donc vous voyez, je leur ramène parfois des trucs un peu improbables. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter, mais on est quand même dans les lieux très normés. Les normes de l'hôpital psychiatrique, c'est les normes de la prison, et souvent plus que la prison, parce qu'ils s'en rajoutent d'autres. Du coup, en général, on ne peut rien faire. Et si on rentre dans les normes, on ne fait rien. Donc moi, dès le départ, j'avais dit à Lucile, t'inquiète, les normes, on réfléchira après, mais pour l'instant, on va expérimenter. Et donc, je le fais un peu comme je peux le faire avec des étudiants. Je vais chercher du bricolage, et puis avec tout ça, on fait plein de choses. Et avec un rouleau de peinture, on va faire un massage super intéressant. Alors ça paraît anecdotique, mais en fait non, il se passe plein de choses hyper chouettes, et ensuite on arrive à faire d'autres choses en passant par ces dispositifs un peu décalés. Après, je pense qu'on peut regarder, il doit rester quelques images. Donc là, il y avait tout un travail sur le son. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins bien... On a eu plus de difficultés. Et du coup, là, je pense que ce qu'on n'a pas trop réussi, c'est qu'habituellement, moi, quand je ne sais pas mes compétences, je fais appel à un expert. Là, on n'avait pas forcément le budget sur ce sujet-là. Et puis, du coup, là, je sais que si je vais le refaire, je ne le ferai pas de cette façon. Il faudra le repenser différemment. Et ensuite, ça, c'est un des derniers ateliers qu'on a fait, soignants-patients. Donc là, on a mis plein d'objets qu'on avait expérimentés ensemble. Et puis Paola, la danseuse, est venue les activer avec eux. Ça permet, donc cette danseuse, elle va revenir maintenant. Ils ont décidé, l'hôpital a décidé de la faire réintervenir, parce que les soignants sont très demandeurs. Les patients, évidemment, en fait, ils adorent, ils sont très contents, ils nous remercient beaucoup à la fin de chaque séance. C'est vrai que les patients s'ennuient beaucoup à l'hôpital, donc en fait, pour eux, c'est un moment très, très important. Et du coup, en tout cas, ce qui s'est révélé, c'est qu'en fait, là, je mets les soignants et les patients au même niveau. Ils arrivent, ils sont obligés d'enlever leurs chaussures. Il y a un petit rituel, et puis on vient s'asseoir, et souvent on écoute une relaxation. Donc si c'est Paola, elle fait la relaxation. Sinon, j'ai enregistré avec une autre danseuse comédienne une série de relaxations en réfléchissant à un vocabulaire spécifique adapté à mon public. Et du coup, en fait, ce moment très commun, ils transforment totalement leur relation, leur manière de se parler. Donc, ils racontent beaucoup de choses, ça c'est assez chouette. Et ce qui est apparu, c'est que quand même, les soignants sont très stressés. Et que donc, peut-être notre priorité, ce serait de soigner d'abord le soignant, parce que le patient, en fait, étant tellement fragile, le stress du soignant augmente son stress. Donc maintenant, à l'issue de tous ces ateliers, il y a des soignants qui vont tout seuls dans la salle se détendre, parce qu'il y a un moment, ils n'en peuvent plus. Donc ils se disent, bon, là, on a notre petite bulle. Et donc la dernière slide, c'est d'un atelier, là où, pour le coup, on a fait une sorte de bilan, où on a demandé aux soignants de venir. C'était assez chouette, parce que Lucile avait très peur, elle m'a dit, ils ne vont pas venir.
Et finalement, on avait 16 soignants, ce qui était énorme. Et là, on a vraiment re-questionné, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Du coup, ce projet, je ne vais pas l'abandonner, c'est parce que, puisque le cadre de ma thèse fait que ça permet en fait de faire perdurer ce projet, et que ce qui fait, moi, mes prochaines étapes, ça va être de le laisser un peu vivre sans moi, de voir ce qui s'y passe, qu'on évalue un peu les retombées, et de voir si effectivement il y a un réel impact sur l'isolement et la réduction, en tout cas, je l'espère, conséquent de l'isolement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être, Elisabeth, on va essayer tu peux peut-être, effectivement, enchaîner, ouais. Moi, je suis très contente d'être là, très contente de découvrir ce lieu et puis tous ceux qui ont œuvré en fait à sa création et à ce qu'il est aujourd'hui, et aussi des échanges qui ont été qui sont faits par les uns et les autres et qui vraiment nourrissent en fait nos pratiques. Je vais vous parler aujourd'hui, donc je m'appelle Elisabeth Gerl et je vais vous présenter en fait aujourd'hui une aventure sensible et humaine autour d'un tiers-lieu où création et lien social sont intimement liés. Donc il y a presque 13 ans qu'on a ouvert. C'est bien un lieu de son époque. Edgar Morin, par exemple, publiait La Voix. Et dans ce livre, dans cet ouvrage, il décrivait vraiment la myriade d'initiatives, de voies transformatrices, comme il appelait, qui allaient métamorphoser la société. Donc c'est dans cette histoire-là qu'on s'inscrit. On ouvre un lieu à Besançon, dans un quartier quelconque, et sur la vitrine, on placarde invention d'une culture commune pour transformer la société. Ce lieu s'appelle à l'époque le Café des Pratiques, et on déploie en fait ce qu'on entend par café. Le D, c'est le jeu, pratique, invention, culture et commune. Et c'est la porte d'entrée, voilà, pour tous ceux qui ont envie d'y passer du temps. C'est la porte d'entrée aux initiatives de chacun, aux projets, aux envies, au savoir-faire. Pratique, parce que c'est un endroit où on peut développer son projet, tester son activité, faire. Et café, parce que c'est moins engageant de venir boire un café ou prendre un plat du jour dans un lieu un peu bizarre. C'est vrai, il suffit vraiment de passer la porte de ce lieu pour se retrouver dans un espace très spécial, déjà dans sa temporalité. Il y a des gens qui peuvent y passer, chercher un panier de légumes, et d'autres y développer vraiment, je ne sais pas, un projet d'activité. Certains viennent juste tourner du bois, ou ça se transforme en une espèce de parc d'intérieur pour les familles. Temporalité, et puis des publics. Voilà, avec des publics extrêmement hétérogènes et au sens plein. Enfin, je pense que c'est lié au fait que ça soit un accueil inconditionné et un projet complètement décloisonné. Donc à l'époque, c'est une seule pièce et tout peut se faire. Et donc on décloisonne, je dirais, le travail et le loisir, les enfants et les adultes, peut-être consommateurs et acteurs. Voilà, tout s'y retrouve. Et puis, voilà, on a grandi et on a développé des nouvelles fonctions. Alors un petit peu, si je reprends un peu les listes à l'après-vert des tiers-lieux, on y va sur habitat partagé, habitat participatif, jardin partagé, matériothèque, café répartout, repas anti-gaspi. Voilà, des fonctions et des lieux qui se multiplient. Et en fait, ça a marché. Et ça marche, ça fonctionne. Un lieu qui c'est assez incroyable, c'est un lieu qui fonctionne avec toutes les personnes qui passent par là. Alors attention, on s'est dit fonctionner en même temps. Fonctionner, mais jusqu'à un certain point.
On s'est rendu compte que ce lieu était précieux s'il n'avait rien de mécanique. Et s'il ne tombait pas dans une espèce de gestion. Et ça a été très important pour nous, de garder une mobilité et de vraiment préserver, en fait, et d'expérimenter des espaces poétiques pour garder du désir. Garder du désir d'être là, garder du désir de faire des choses. Ce qui nous intéresse, c'est la présence, en fait. C'est d'être complètement présent à ce qui se passe et d'à tout moment de pouvoir bifurquer. Quelque part, on n'est pas dans un lieu où il y a du projet. Mais dans ce lieu, on habite quelque part, on habite le monde poétiquement et en se laissant prendre. Voilà, en se laissant prendre à la nouveauté, en se laissant complètement ouvert au possible et aux singularités de chacun. Donc si on habitait le monde, si on parle d'habiter, peut-être le terme d'écologie est pas loin. Et c'est vrai que s'il y a écologie, c'est vraiment l'idée de soigner sa maison, de faire une attention à sa maison, qui du coup, dans ce micro-quartier, n'est peut-être pas tout à fait à la porte de l'entrée, mais à la porte de sa rue, à la porte de sa ville, et voire à la porte de son territoire, et puis ce qu'on connaît. C'est donc vraiment à travers le coutumier, voilà, qui est faire la cuisine, trier des déchets, faire des promenades, construire des bols, des tasses, que se crée du faire ensemble et que se créent des objets communs. Et je dirais que là-dedans, il y a quand même quelque chose de l'invention permanente, alors qui n'est pas structuré forcément comme une collection, une ligne ou une gamme. Il y a une espèce d'invention avec ce qu'il y a et ce qui est et les gens qui sont là. Et peut-être que permanent aussi, les gens qui œuvrent dans ce lieu, oui, ils sont permanents et quelque part, je prendrais l'image de la permaculture, ils regardent en fait, ils regardent ce qui se passe et ils observent et puis ils accompagnent en fait. Ils accompagnent ce qui est en train d'émerger, de fleurir. Et voilà, donc c'est bien un lieu qui se crée, peut-être on peut passer à l'image suivante, qui se crée à travers véritablement du faire ensemble ainsi que du faire avec, et aussi un lieu où chacun peut trouver sa place. Et il y a une véritable croyance que quelqu'un qui passe 5 minutes a la même importance que quelqu'un qui est en train d'être bénévole depuis 10 ans, et qu'à un moment donné, il y a un alignement des planètes, il y a une mayonnaise qui prend, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est aussi un lieu très mobile. Donc par exemple, à des moments, comme c'est ouvert, on accompagne des publics qui sont plutôt en fragilité psychique ou sociale, qui sont dans le lieu. Donc là, les outils qu'on va avoir à proposer vont être plutôt peut-être de l'ordre de la danse ou de quelque chose qu'on performe, ou enfin en tout cas de réussir à créer une transition entre des familles ou des gens qui veulent être tranquilles et puis ces publics qui débordent en fait. Voilà, c'est comment à ce moment-là, c'est des outils peut-être du corps qui sont mis en œuvre. Et puis à d'autres moments, je dirais, dans le lieu, alors il y a peut-être plus d'enfants, donc c'est la question de la pédagogie en fait qui nous interroge. Et voilà comment ça se passe. Par exemple, alors on a une matériothèque depuis 2016. On récupère des déchets auprès d'industriels, de commerçants, d'associations. Ces déchets, on a appris un peu on les a apprivoisés. On sait un peu quoi en faire. Voilà, ils passent dans des projets d'animation, d'objets. Et voilà, par exemple, comment ça peut se passer, un public enfant, des familles. Eh bien, aujourd'hui, on a un lot, voilà, c'est une entreprise du coin, de carottes à injection. Alors, on a plein. Voilà, c'est arrivé, les carottes à injection. Alors, ça passe, ces carottes à injection, vous voyez, ce morceau de plastique, là, un peu râteau. Voilà, ça passe d'une main à l'autre. On essaie d'y mettre du fil, on les lance, on les enterre, on les met dans la terre. Enfin, on essaie tout un truc avec la gravure, enfin tout. On essaye tout un tas de trucs. Et les carottes à injection, tout d'un coup, ça fait penser à l'histoire, elles deviennent toupies. À l'histoire des mobiles, tout d'un coup, ça devient des toupies. Et on avait toute une collection, ça a été très à la mode. Les petits élastiques, là, vous savez, non, peut-être vous ne savez pas me faire les bracelets. Tous les enfants avaient ces trucs-là. Donc, bien sûr, il y en a des stocks. Donc, les élastiques plus la carotte à injection, ça fait le buzz là, de notre petit écosystème, la toupie.
Voilà, en tout cas, et c'est vraiment comme ça. Qui est-ce qui a fait la toupie? Qui est-ce qui a eu l'idée de la toupie? Je ne sais pas qui a l'idée de la toupie, parce que cette toupie, vraiment, et là, il y a du commun. Il y a un qui a fait un truc, l'autre qui a fait un truc, qui a rebondi. C'est par ricochet que cette toupie, elle se met à exister. Et c'est vraiment dans le faire commun, le faire ensemble. Là, on peut passer. L'objet qu'on a apporté ici, il a une histoire aussi. Ah, mais celui-là, c'est Borderline. Et son histoire, qui est juste là, on a une maison d'édition et c'est un peu le jeu, on va faire une édition par an, qui est plutôt artistique. Et la dernière, avant ça, c'était un livre sonore, donc toujours fait dans les lieux, qui associait là, IME, une classe allophone d'un lycée. Enfin, bref, on a fait une boîte. On a acheté une boîte métallique. Ça a été joli, hein, on avait fait un petit dessin, imprimé, tout ça. On s'est dit non, mais on se promet, le prochain livre, la prochaine édition, on va utiliser notre matériothèque. Donc on avait décidé d'utiliser les boîtes de jeux, les anciens jeux, surtout celui qu'on aimait bien, Trivial Poursuite. Trivial Poursuite, carré. Les plateaux et les boîtes de jeux. Donc ça, c'était une chose. Et puis, voilà, quand on commence un livre, soit on met sur notre programme, on se réunit, je sais pas quoi, autour du livre ou de l'objet. Enfin, voilà, on invite les gens, ou bien, mais de toute façon, les gens qui viennent, c'est pas forcément ce qu'on attend. Et comme on est au milieu, tout le monde s'associe et ça démarre. 4 mots ont été lancés. Alors, pourquoi montagne d'aiguille, phénomène bazar. En fait, et après, on a joué phénomène d'aiguille, bazar de montagne de phénomène. Enfin bon, on a joué, on a déplié ces mots, on en a fait des jeux de mots, on a pris des syllabes, des dessinées, chanté. Enfin bref, on s'est vraiment complètement amusé. On a fait vivre en fait ces 4 mots et on est arrivé avec l'idée de faire résonner, en fait, de mettre en résonance, de mettre en correspondance vraiment des dessins et des textes. Et on a inventé collectivement une règle. Si vous avez envie tout à l'heure, on essaiera. Une espèce de jeu, on peut rentrer dans le jeu, on peut jouer à 1, à 60, rentrer 5 minutes, 2 minutes, commencer à 4 et finir à 5. Enfin, voilà, et donc c'est aussi un outil qui permet de jouer avec tout le monde, quoi. C'est un outil, les gens ils viennent, ils jouent, voilà, d'embarquer les gens. Donc le jeu, il a aussi quelque chose qui nous intéressait, qui permet d'exprimer ses sensations. Alors ce jeu, comment c'est fait? Peut-être, voilà. Alors il y a donc toute une partie où on va devoir faire les dessiner, dessiner, écrire, prototyper cette boîte et puis la fabriquer. Donc pour faire ce jeu, par exemple, c'est vraiment monter une petite unité de fabrication, qui est encore un autre travail et où on réunissait les gens simplement pour décoller en fait l'emballage des jeux et puis recoller dans l'autre sens pour faire un camailleux de gris. Et c'est ainsi, je pense qu'on est devenu à ce moment-là non seulement créateur d'objets pour le tiers-lieu, mais aussi véritablement une petite unité de production, et on a commencé à vouloir organiser, à penser à une économie. Donc on retrouve la maison dans Ecos, une économie pour organiser notre unité de production au sein même du tiers-lieu. Peut-être on peut prendre l'autre. Donc on a répondu, maintenant on répond à des commandes, que ce soit des sacs de la médiathèque, des tapis pour des écoles, on se lance dans la fabrication distribuée, donc toujours en impliquant les publics et en valorisant les savoir-faire d'artisans. On peut passer à la suite. En 2022, on était labellisé Manufacture de proximité, qui est par la cohésion, le ministère de la Cohésion des Territoires et de l'Économie, et pour vraiment faire grandir cette unité de production et puis impliquer davantage les designers et les artisans. Voilà, pour conclure, ce qui est en fait le design vraiment aujourd'hui nous a permis de renouveler nos pratiques et vraiment c'est inscrit pleinement dans l'animation de ce lieu. Animation au sens étymologique de vraiment donner du souffle, donner un souffle de vie, donner une âme au lieu.
Et je dirais que le design, c'est non seulement la conception d'un objet, mais ce qui est aussi vraiment l'imagination d'un processus de création, c'est-à-dire de trouver les chemins, de savoir comment, d'un processus de production, comment produire dans le contexte dans lequel on est des objets. Et voilà, sur la dernière image, c'est peut-être un petit clin d'œil pour dire que voilà, pour nous, on croit fortement à la puissance de l'imagination. Et j'avais envie de citer Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe et voilà, qui parle de l'imagination, qui nous ancre poétiquement au monde et qui permet d'augmenter notre intelligence du réel et de tester notre capacité à nous y investir. Voilà, je vous remercie. Merci à vous deux. Je trouve que c'est, enfin voilà, le contexte, la place du milieu, enfin voilà, enfin donne quand même de belles choses très variées. Enfin, je trouve que là, il y avait, je me permets de le dire, de l'intelligence avec des choses simples et surtout du collectif. On ne se demande pas tellement où est le design, mais comment ensemble on arrive à faire avancer les choses. Et c'est une belle manière pour les designers, je pense, aussi d'évoluer et de repenser un petit peu leur place vis-à-vis des modes de production. Voilà, merci.